Merci à toutes et à tous d'être venus assister à ma classe, à ma conférence, que je vais essayer de bouger un peu. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais essayer de vous partager une histoire que je vis depuis déjà 5 à 6 ans à l'Université catholique de Lille. Vous verrez, elle se déroule derrière moi sous la forme de dessins. Tous les dessins sont des dessins originaux, dessinés, réalisés avec un ami, pendant les cours, avec les étudiants. Aucune copie sur Google ou autre. Tous les personnages, à part peut-être la poule et le couteau, sont des personnages existants. Donc je vais vous raconter une histoire, essayer de vous la faire vivre de manière à ce que vous puissiez être inspiré, enfin je l'espère. Donc je vais vous parler de créativité, vous allez voir. Il faut être un peu créatif si on veut innover. Mais pour être capable de transformer cette créativité en innovation pédagogique, c'est-à-dire pour que l'innovation rencontre vraiment la main de l'utilisateur, que les idées que vous avez rencontrent la main de l'utilisateur, il faut expérimenter. Donc pour cela, j'ai décidé de vous proposer la chose suivante, ou presque de vous le demander. Je vais faire cette conférence uniquement à 12 personnes. Donc il est hors de question pour moi de ne parler qu'à un groupe de plus de 12 personnes. Donc vous allez devoir choisir les 12 personnes qui vont rester dans cette salle. Alors je vais vous proposer, comme je le fais avec mes étudiants, de faire 12 groupes et d'essayer de battre un record du monde. C'est-à-dire qu'une cinquantaine de personnes dans un amphi sont capables de se mettre en 12 groupes, en général en un quart d'heure, 20 minutes. Et vous allez le faire en à peine 2 minutes, ce qui est le record du monde. Donc vous allez constituer 12 groupes de la manière suivante. Vous allez vous regrouper selon votre signe zodiacal. Donc je veux un groupe de poissons, un groupe de balance, un groupe de vierge, un groupe de gémeaux, et il faut qu'il y ait absolument 2 mètres d'écart entre chaque groupe. Vous avez le droit de bouger les chaises, vous avez le droit de les décrocher, mais vous n'avez pas le droit de le faire en moins de 2 minutes. Donc dépêchez-vous parce que la conférence va démarrer dans 2 minutes. Regroupez-vous par signes zodiacaux. Bougez les chaises, installez-vous. On approche de la première minute, vous êtes à la mi-temps. Une fois que vous avez votre groupe, installez-vous dans la salle. Allez, installez-vous. Regroupez les chaises, faites des clusters, faites des groupes. Allez-y. Je vois le groupe des Sagittaires qui est déjà installé. Les Gémeaux, les Béliers sont là-bas. Vous avez le droit de bouger les chaises, de faire ce que vous voulez. Il ne vous reste plus que 45 secondes pour battre le record du monde. « 20 secondes. 15 secondes. 10 secondes. 5 secondes. Alors, voilà. Bravo, vous venez de battre ou au moins d'égaler le record du monde de clusterisation par signes zodiacaux. Vous pouvez vous applaudir, vous êtes vraiment exceptionnels. Et il y a bien 12 groupes, donc aucun signe n'a été abandonné. Alors, ce que vous avez derrière moi, c'est une poule qui est devant un couteau. Et pourquoi j'ai choisi cette image pour démarrer la conférence? Parce que souvent, il y a une expression qui dit avoir l'air un peu éberlué ou étonné
comme une poule devant un couteau. Et parfois, l'enseignant que vous êtes, que je suis, ou le formateur peut se demander ce qu'est l'innovation pédagogique. Et donc on peut avoir ce rapport avec l'innovation pédagogique comme quelque chose de bizarre. On peut être pour, on peut être contre. Est-ce que vous pensez qu'une poule soit pour ou contre l'usage d'un couteau? Est-ce que vous pensez qu'un couteau soit quelque chose d'utile, de dangereux? Est-ce que vous avez peur d'Internet, des TIC? Est-ce que vous avez peur de l'innovation pédagogique? On peut parfois prêter aux outils, on peut prêter aux méthodes des idées qui n'en sont pas. C'est l'usage qui est important, c'est-à-dire le couteau vous semblera intéressant à utiliser selon l'usage que vous en faites. Peut-être est-ce la même chose pour l'innovation pédagogique ou les méthodes de créativité. Donc je vais vous embarquer dans ma classe, et maintenant, puisque j'ai 12 élèves devant moi, chaque groupe représente un élève. Vous pouvez même vous serrer si vous voulez un petit peu, parce que vous pourrez me poser des questions à tout moment, vous pourrez lever la main, mais il n'y a qu'une seule main qui peut se lever par groupe, puisque vous êtes obligé de parler pour le groupe zodiacal auquel vous appartenez. Donc je ne répondrai aux questions qui ne sont formulé que par un poisson, un sagittaire, un taureau, mais une seule personne. Il y a donc 2 micros dans la salle qui vont repérer les porte-paroles de chaque groupe. Les porte-paroles de ces groupes peuvent changer, bien sûr, mais il n'y a qu'une seule personne. Et la règle, c'est qu'une question doit être formulée que si elle était un peu discutée en groupe. Donc forcément, quand vous levez la main et que vous me posez une question, c'est la question du groupe et non pas la question de l'un d'entre vous. Ce qui vous oblige à vous concerter un peu. Vous pourrez le faire pendant la conférence et on prendra du temps, à la fin, un petit quart d'heure, pour récupérer vos questions. Donc vous avez des papiers, vous pouvez les noter et ça vous permettra de débattre un peu pour me proposer des questions collectives. Alors imaginez maintenant une salle de classe, puisque je vais vous plonger dans la réalité. Imaginez une salle de classe où le professeur a 50 cerveaux. Une salle de classe, la porte s'ouvre et le professeur a 50 cerveaux. Et en face de lui, il n'y a qu'un seul élève. La promotion n'est constituée que du meilleur élève de la classe. Eh bien, c'est ce qui se passe dans ma classe renversée. Mes étudiants vont construire le cours, mes étudiants deviennent le professeur, et le professeur devient la classe. Au départ, cette expérience a commencé de la manière suivante. J'ai réuni mes étudiants devant moi, parce qu'il faut toujours expliquer l'innovation. Je n'ai pas démarré mon premier cours en disant aux étudiants, écoutez, je ne vais pas vous faire cours de manière normale, j'ai envie de vous faire de l'innovation pédagogique parce que c'est moderne. Je leur ai dit, c'est moi qui vous fais cours, c'est moi le prof de génétique, il y a un programme qui est très chargé, est-ce que vous avez envie que je vous fasse le cours normalement, c'est-à-dire que vous êtes bien alignés devant moi, nous avons de très beaux amphis, les élèves sont super bien installés, est-ce que vous avez envie que je vous fasse le cours de manière classique ? Parce que moi, je connais le programme, et vous, eh bien, vous devez essayer d'absorber toutes les connaissances que je vous transfère. Vous allez pouvoir me poser des questions, bien sûr, interagir avec moi, mais charge à vous de m'écouter, de comprendre, de m'interroger. Charge à vous aussi de travailler, c'est-à-dire quand même travailler chez vous, apprendre. Moi, j'enseigne, et vous, vous apprenez. Parce que le jour de l'examen, c'est très clair. Je vais vous poser des questions, et vous devrez me donner les réponses. Je vais vous poser de très bonnes questions et vous devrez me donner les bonnes réponses. Il y a toujours une seule bonne réponse à une seule bonne question. C'est ce que l'on a appris. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse cours de cette manière-là? Et je leur ai précisé, vous savez, je ne suis pas un frustré de l'enseignement classique. J'adore faire cours de manière normale. Donc j'aime les cours académiques, j'ai pas de problème. Et le programme, je le connais par cœur, ça fait 30 ans que je redouble, donc tout ce qui se trouve dans le programme, vous pouvez me poser n'importe quel type de question, je suis prêt à vous répondre, au taquet. Alors évidemment, les premiers élèves de la classe, les premiers rangs, se sont trouvés un petit peu désappointés, parce que souvent les bons élèves sont devant, mais ce n'est pas toujours vrai. Et il y en a un dans la classe, je me souviens, qui a levé le doigt ce jour-là, il y a donc 5 ans, et qui m'a dit « Monsieur, on veut bien que vous nous enseigniez autrement, mais pas la classe inversée. Hein. » Parce que la classe inversée, vous savez, la classe inversée, sans trop copier Marcel Lebrun, mais il existe un niveau 0 de la classe inversée. C'est la classe inversée, je vous donne tous les cours, à la maison, débrouillez-vous, et puis en classe, on fait que les devoirs. Et donc là, je leur ai dit, pourquoi pas de classe inversée, c'est une solution comme une autre. Vous comprenez, la classe inversée, monsieur, il y a déjà 2 profs qui nous la font, de manière un peu différente, et c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'il faut bosser, ça nous prend trop de temps. Avant, moi, j'écoutais le prof 1 heure, et après, je bossais chez moi 1 heure, me dit l'élève.
Maintenant, je dois travailler 2-3 heures en groupe, à la bibliothèque ou ailleurs. Ça me prend du temps. Et puis j'écoute le prof dans la classe pendant 1 heure. Et ensuite, je dois retravailler 1 heure ou moins parce que j'ai à peine compris ou je commence à comprendre des choses. Donc j'ai vite fait le calcul. Les étudiants ont vite fait le calcul. Au lieu de 2 heures de travail, vous leur en proposez 5, 6 ou 7. C'est amusant parce que les profs, c'est pareil. Quand vous réunissez des enseignants et que vous dites on pourrait innover, avoir des nouvelles méthodes, ils calculent aussi. Est-ce que ça va me prendre le même temps ou pas? Donc, si on veut bien comprendre ses élèves, il suffit de bien se comprendre soi-même, et là, on avance. Donc la classe inversée est chronophage, ça dépend comment vous la menez. Elle peut l'être un peu moins. Et la classe inversée aussi, on s'est aperçu, certains niveaux, eh bien, elle convient aux élèves qui sont plutôt bons dans la classe normale. Donc finalement, on peut inventer des nouvelles méthodes d'innovation qui soit n'apportent pas grand-chose, ou alors apportent du plus à des élèves déjà adaptés. Donc moi, je leur ai dit assez rapidement, vous savez, non, je ne vous propose pas la classe inversée, mais je vais vous proposer autre chose. Une méthode que j'ai imaginée pendant les vacances et qui se résume d'une manière très simple. C'est la suivante. D'ailleurs, j'en ai parlé avec mes collègues dans la salle des profs, parce que je leur ai dit à la rentrée en septembre, je viens d'inventer une méthode qui pourrait être intéressante et faire travailler les élèves. Qu'en pensez-vous? Quelle est donc cette méthode? Cette méthode, c'est la méthode en do it yourself. Pour la traduire en français de manière plus simple, on la résume ainsi. À partir de maintenant, mes chers élèves, je ne fais plus rien. À partir de maintenant, je vous regarde, je vous laisse vous organiser et vous allez tout faire. Vous faites tout. Alors là, au premier rang, il y a un stabilo qui est tombé, une règle, un élève qui est devenu un peu plus blanc. Ça veut dire quoi, monsieur, tout faire? Eh bien oui, vous faites tout. C'est-à-dire que je ne vous donne pas de cours, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de lien sur Internet, il n'y a pas de CD-ROM, il n'y a pas de livre. C'est-à-dire que j'arrive, comme vous voyez ici, les mains dans les poches, charge à vous de faire le cours. La seule chose que je vous donne, c'est les titres des chapitres, parce qu'il y a un programme. Vous êtes des étudiants en 3e année de licence, vous avez envie d'aller dans des masters, des écoles d'ingénieurs, donc il y a un programme. Ça veut dire quoi, monsieur, on doit tout faire? C'est très clair, c'est-à-dire que c'est vous qui allez faire les plans des chapitres, puisque vous n'avez que le titre. Les titres des chapitres, c'est assez simple. Donc vous avez structure des molécules, réplication, transcription, régulation, glycosylation, etc. Il y a 12 titres, et à partir du moment où je vous ai donné les 12 titres, j'ai fini mon travail pour tout le semestre. Et donc vous, les étudiants, vous allez tout faire. Vous allez faire les plans, monter les plans des chapitres, vous allez écrire les chapitres, aller chercher l'information où vous voulez, trier avec discernement, écrire les chapitres, faire les illustrations, trouver de l'iconographie, trouver des films, des textes, des schémas. C'est vous qui allez faire les cours au tableau, vous allez produire les cours sur des plateformes, vous allez vous échanger les cours, vous allez vous interroger, vous allez préparer les interrogations surprises, les interrogations non surprises, vous allez préparer les devoirs, les DS, vous allez monter les barèmes, vous allez distribuer les copies, vous allez remplir les copies, ramasser les copies, corriger les copies, faire les moyennes, me donner les classements, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez tout faire. Là, un autre élève lève le doigt et me dit « Et qui sera payé là-dedans ?» Parce que c'est quand même... J'ai dit « Pour l'instant, c'est toujours moi, mais vous allez voir, je vais vous payer. » Et en fait, je les paye. C'est-à-dire qu'avant, la première année, je les payais avec des notes, et puis dès la 2e année, j'ai arrêté de les payer avec des notes, j'ai tué la note sur 20, j'ai tué les A et autres, et j'ai remplacé ça par des scores. Donc on a inventé une monnaie, une sorte de capital, point. Ce n'est pas encore devenu le bitcoin de la génétique, mais c'est un capital point et mes élèves s'enrichissent à chaque cours. Et je vous en dirai plus juste après. Donc pour cela, je leur ai dit, écoutez, je fais ça, je vous propose ceci, de manière à vous responsabiliser davantage. Mais maintenant on discute, donc je les réunis bien pendant 1 heure, 1 heure et demie, et on discute de la méthode, et je leur dis, est-ce que vous avez envie ou pas qu'on aille dans la classe qui va devenir renversée? Pour cela, je vous propose de transformer la classe en micro-entreprise de manière à vous responsabiliser. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir devant vous l'expert, le sachant, qui connaît tout, soi-disant, et qui vous envoie ce qu'il a prévu de vous dire, c'est-à-dire une conception un peu bancaire du transfert de connaissances. J'ai un capital, je vous transfère des parts, et puis on essaye de voir si on peut s'enrichir mutuellement. En général, c'est plutôt dans un sens que dans l'autre. Est-ce que vous n'avez pas plutôt envie que je vous responsabilise et qu'on devienne des collègues? Donc nous allons créer une start-up, une micro-entreprise, dont le but est de produire de la connaissance. Et donc notre petite entreprise, moi le nouveau directeur général, je vous propose qu'on produise des chapitres de génétique cellulaire et moléculaire compréhensibles par tous les élèves d'une classe de licence. C'est ça le challenge. Donc pour cela, nous allons organiser la classe de manière différente.
La première année, j'ai utilisé une salle de TP de travaux pratiques. Donc j'avais un collègue qui faisait des TP de physique. Il y a des tables, des tabourets, des écrans, et nous avons monté la salle de manière à faire des groupes. Les étudiants ont réorganisé l'écosystème. Et depuis 4 ans maintenant, nous avons des Learning Labs, des salles de pédagogie expérimentale hyper modernes, avec des murs en Velleda, du numérique, de l'informatique, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais sachez que la première année, nous l'avons fait avec les moyens du bord, dans des salles de TP, de physique. J'ai même des collègues qui font ce genre de pédagogie dans des cours, dans des gymnases, dans des salles qui ne sont pas du tout adaptées. Donc, les élèves sont mis par équipe. Il n'y a aucun document, et nous avons établi des règles. C'est-à-dire que les cours commencent à 8 heures, voilà, à 8 heures du matin, souvent. Les élèves doivent être là pile à 8 heures du matin. Parce qu'entre 8 heures du matin et 8h15, les 10 ou 15 premières minutes, il se passe toujours quelque chose d'original. Alors, ce n'est pas forcément les signes zodiacaux, mais il se passe quelque chose. Ce qui fait que lorsque le cours commence, mes étudiants sont dans des configurations qui ressemblent un peu à ce qui se passe ici, sauf que moi, je les ai triés avec ma collègue en complémentarité de profil. C'est-à-dire que si je prends par exemple l'équipe des taureaux, des gémeaux, des capricornes, je m'arrange dans ma classe renversée pour avoir dans chaque équipe des élèves très bons d'un point de vue académique, en mathématiques, physique, chimie, moyens et moins bons. J'utilise le terme bons élèves ou mauvais élèves par rapport à leur adaptation au système académique. Parce qu'en fait, ils sont bons dans toutes les matières. Mais c'est peut-être que le système ne leur convient pas. Donc, hors de question de laisser les élèves se mettre comme ils le veulent. D'ailleurs, c'était leur réaction au départ. C'est bien votre système, on pourra se mettre comme on veut. Non. Si vous voulez faire travailler des élèves en groupe, eh bien, la pire des choses, c'est de les laisser se mettre par affinité. Après, la moins pire des choses, c'est de les mettre au hasard. Ici, avec les signes zodiacaux, c'est un peu au hasard. La moins pire des choses, c'est de les classer selon un critère. Est-ce qu'ils sont adaptés ou pas au système académique? Et si vous avez la chance de les connaître ailleurs, sur le terrain ou autrement, vous pouvez composer des mixités de profils beaucoup plus intéressantes. Donc moi, avec une de mes collègues, on a utilisé la méthode de la FIFA, Fédération internationale de football, qui, lorsqu'elle compose des groupes pour des qualifications de sport, prend des têtes de série. Donc on va prendre les équipes qui ont gagné les championnats. Donc moi, j'avais 40 élèves, ou 50. J'ai demandé à ma collègue d'écrire les 50 noms sur des petits bouts de papier. Je devais faire 6 équipes, ici vous êtes 12. Et je leur ai demandé, c'est qui les 6 têtes de série? Vous savez, ceux qui ont des très bonnes notes. Et ensuite, lorsque j'ai mis les 6 élèves, on a pris les 6 moins bons élèves, et les 6 meilleurs, et les 6 moins bons. Ce qui fait qu'en à peine quelques minutes, j'avais obtenu mes 6 groupes d'élèves, avec à chaque fois une mixité de bons et de moins bons scolairement. Et ce qu'on a rajouté au dernier moment, au hasard, et qui a super bien marché, c'est qu'on a décidé de séparer les affinités. Les copains, les copines, les binômes, ceux qui sont toujours ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un bon élève dans le même groupe qu'un autre, et on savait qu'ils avaient une certaine affinité l'un pour l'autre, eh bien on les séparait. Ce que l'on a observé dans la classe, c'est que comme chaque étudiant avait son meilleur ami ou sa meilleure amie dans les autres groupes, la communication entre les groupes était exceptionnelle. Et je n'ai jamais eu le problème de me retrouver devant un groupe en leur disant écoutez, vous, les poissons, vous avancez pas vraiment, vous nagez un peu peut-être, mais allez voir les Capricornes, parce que ceux-là, ils ont une bonne méthode. Et vous auriez pu me répondre, mais nous, on ne leur parle pas, monsieur. Parce que les étudiants, s'ils se mettent par affinité, ils ne se parlent pas entre eux. Donc le fait d'avoir ses meilleurs amis dans les autres groupes a fait que mes groupes communiquent entre eux, ils travaillent en équipe, à tout moment ils peuvent se déplacer. Et quand je réalise des auto-évaluations ou des évaluations par les pairs, il n'y a pas de surnotation ou de sous-notation, parce que chaque groupe a son procureur ou son avocat dans les autres groupes. Donc nous avons constitué les groupes d'élèves, et comme ils ont dû travailler par eux-mêmes, ils ont commencé par faire des chapitres, par faire des plans, sans aucun document. La première année, j'ai demandé à un informaticien de m'aider, de me trouver une plateforme, des outils, on a ramené des ordinateurs, ça a ramé un peu. Très rapidement, les étudiants se sont organisés par eux-mêmes. Et je viens avec ma tablette, mon PC, mon Mac, mon téléphone. Les étudiants utilisent leur smartphone. Il y a des gens qui veulent interdire le téléphone en classe, peut-être, c'est intéressant, mais j'avais la remarque, une fois, d'un prof qui m'avait dit « alors qu'il suffit tout simplement de transformer les ennemis en alliés ». C'est-à-dire que si vous considérez les téléphones de vos élèves lorsqu'ils chattent, ils Snapchat ou ils communiquent pendant votre cours, eh bien faites-les travailler avec ces outils et vous verrez qu'ils vont devoir les utiliser pour se concentrer sur le cours.
Il faut du Wi-Fi, ce que vous voulez, on travaille de ces manières-là. Donc mes étudiants se mettent par équipe, ils sont en groupe, ils vont sur Internet. Alors bien sûr, ils vont sur Google, Wikipédia. Je leur demande à chaque fois de noter les références, de référencer ce qu'ils font, ce que détestent les bons élèves. C'est-à-dire les élèves très académiques, eux, ils sont assis, ils sont consommateurs, ils attendent le cours, ils sont prêts à remplir, à prendre des notes de manière manuelle ou numérique, mais ils sont prêts à remplir des kilomètres et des kilomètres de copies, alors que là, on leur demande de chercher. Donc les étudiants sont par groupe, ils s'organisent, ils référencent leurs recherches, et puis ils travaillent de manière dynamique. Jamais plus, j'ai tous mes élèves assis ou debout, vous pouvez rentrer, ça bouge, ça remue. Il n'y a qu'à 8 heures du matin où ils doivent être là. Il se passe un exercice pendant les 10 premières minutes, je vais vous donner quelques exemples, et après ils sont libres. Ils sont libres, ils s'organisent. Au départ, moi je leur ai donné des responsabilités. Je leur ai dit, dans chaque groupe, il me faudrait bien un responsable des textes, de l'image, un responsable de l'informatique, un responsable de la communication, un responsable ou une responsable, c'est pareil, de la production des questions. Eh bien, figurez-vous que la première semaine, ils se distribuent les responsabilités et au fur et à mesure du semestre, eh bien, tout le monde est responsable de tout. C'est très rare un groupe qui garde des étudiants responsables chacun d'une des missions. Donc les étudiants travaillent en équipe, ils sont debout, assis. D'un point de vue ergonomique, ils utilisent l'espace. Les étudiants communiquent entre eux, donc ils doivent travailler, réfléchir. Et vous passez, vous êtes libre entre les salles, entre les groupes. Vous êtes le nouveau directeur général de la classe renversée et vous êtes à disposition. Donc vous voyez un petit peu comme une conférence ici, si je vous parlais un peu d'une expérience que je fais et que je vous demandais, avez-vous une question ? Parce que vous êtes en train de me préparer des questions. Avez-vous une question? Peut-être que je répondrai à la question d'un taureau, d'un sagittaire ou d'un bélier et que ça n'intéresse pas tous les autres. C'est exactement la même chose avec mes élèves. Un étudiant me pose une question dans l'amphi, je n'intéresse que l'étudiant. Alors que là, ce qui se passe, c'est que je passe dans les groupes, ce que je ne ferai pas ici, mais j'aurais pu le faire, et les élèves ont la règle suivante. On ne dérange pas le directeur général si on n'est pas 100% attentif. Autrement dit, je ne réponds aux questions des élèves que si, lorsque j'arrive dans le groupe, tous les étudiants m'écoutent. Et ce sont toujours des groupes de 6 élèves, qui est le chiffre magique. Nous avons travaillé à l'université avec des ateliers de créativité, avec des entreprises, des élèves et autres. On s'aperçoit que lorsque l'on a 7, 8 ou 9 étudiants dans un groupe, c'est compliqué. Vous pouvez, quand vous avez beaucoup d'élèves, faire des groupes de 8 ou 9. Mais là, il faut leur donner au moins 2-3 choses à faire. Donc si vous avez des groupes de 10 élèves, faites-leur faire 2 ou 3 choses en même temps. Comme ça, ils font des sous-groupes. Et si vous avez des groupes de 2, 3 ou 4 élèves, c'est très difficile. Parce que s'il y en a un qui téléphone, qui bouge, etc., eh bien, les autres se trouvent un peu dépourvus. 6, c'est le chiffre magique. Et donc, si le groupe des taureaux m'interpelle pour une question, ben, tous les taureaux autour de moi eh bien, sont obligés de m'écouter. Et puis ensuite, je passe 5 ou 6 minutes et je passe de groupe en groupe, je peux aider. Le professeur devient une ressource. Avant d'être l'élève, il devient une ressource et je peux les guider, les orienter dans la construction de leur chapitre. Donc, il n'y a pas de pause. Le cours commence à 8 heures, il termine à 10 heures, des fois 11 heures, et c'est 2 heures ou 3 heures sans pause. C'est bizarre d'ailleurs parce que je suis prof de biologie et il m'a fallu un quart de siècle pour m'apercevoir que tous mes élèves n'avaient pas envie d'aller aux toilettes en même temps. Ils n'avaient pas envie de téléphoner en même temps, ils n'avaient pas envie de chatter en même temps, et donc on attendait la pause. Donc là, les gens sont libres, ils peuvent rentrer, sortir de la salle comme ils veulent. Les portes sont ouvertes. La seule chose qui est contrainte, c'est ce fameux quart d'heure au départ, et les 3 dernières minutes du cours où il y a toujours une évaluation. Évaluation que vous ferez tout à l'heure à la fin de la conférence avec la méthode que je vous proposerai. Comme ça, vous pourrez vivre exactement ce que vivent mes étudiants lorsqu'ils sortent de ma salle de classe. Donc, 10 minutes, un quart d'heure de mise en situation, c'est une sorte de brise-glace qui est utile. Alors, quel type d'exercice? Je vais vous donner les noms, vous les trouverez sur les plateformes, c'est assez facile. Les cours commencent toujours par un exercice inédit. C'est-à-dire que si je vois mes élèves 30 fois dans l'année, jamais le cours commence de la même manière. Donc l'exercice des signes zodiacaux est un exercice unique. Autrement dit, mes étudiants ne savent jamais ce qui va se passer lorsqu'ils rentrent dans la salle. Est-ce qu'ils vont avoir un QCM inversé, un QCM intelligent, un karaoké, un ping-pong, une battle, une éclipse, une tricherie obligatoire, une carte mentale? Et donc nous avons une trentaine d'exercices différents. Chacun de ces exercices a comme but de provoquer l'interaction entre les équipes,
Donc les équipes travaillent individuellement, il y a de la connexion entre les groupes, mais les exercices de début sont des sortes de brise-glace qui mettent en situation d'éveil le cerveau. Ça évite les situations du prof qui dit aux élèves, toujours de manière routinière, « Bon, installez-vous, préparez vos affaires, est-ce que vous avez des questions sur le dernier cours, où est-ce qu'on en était ?» Cette petite routine des 5 ou 6 premières minutes de chaque cours qui fait que quand il prend la craie et qu'il dit, ou le feutre, « Bon voilà, aujourd'hui nous allons parler de cela », il s'est déjà passé 6 ou 7 minutes et tout le monde est froid. Donc cet exercice de brise-glace est vraiment intéressant parce que quand il est terminé au bout des 10 minutes, il y a de l'émulsion, ça bouge, il y a du sang qui monte dans le cerveau avec du glucose. Et là, d'un seul coup, les élèves sont prêts à travailler ensemble. Donc ils discutent, ils échangent, et ils sont sur leur plateforme. On a une bibliothèque numérique en réseau, ils peuvent aller chercher de l'information sur Internet, la référencer. Et puis est apparu dans ma classe un objet bizarre. Il m'a fallu presque 25 ans de cours pour voir apparaître un objet bizarre dans lequel les élèves aller chercher de l'information. Je n'avais jamais vu cet objet dans ma classe. Un objet qui n'a pas de batterie, qui ne se branche pas. On ne peut même pas scroller, on ne peut même pas faire du copier-coller. Et pourtant, il est utile, le livre. Donc je vois des livres dans ma classe. Maintenant, j'ai des livres depuis 5 à 6 ans. C'était les élèves, les fameux bons élèves. Les fameux bons élèves qui, vous vous rappelez quand j'ai dit qu'au début de l'année, je leur demande, en les réunissant, est-ce que vous voulez qu'on fasse de la classe renversée ou pas? Et ils votent. Donc je les réunis, est-ce que vous avez envie qu'on fasse le cours de génétique en classe renversée? J'ai toujours 10 à 15% de non. Et c'est toujours 10 à 15% de non qui seront toujours 10 à 15% de non à la fin du semestre. Ils ne changent pas d'avis. Et ce sont toujours les élèves qui ont les meilleures notes. Alors ceux-là, on n'arrive pas à les convaincre de faire de l'action. Parce que ceux-là, ils sont habitués, adaptés, ils aiment le cours magistral. C'est ceux-là qui ramènent les livres. Pourquoi est-ce qu'ils ramènent les livres? Parce qu'ils achètent des livres, parce qu'ils aiment la matière. L'élève qui n'aime pas la génétique ne met pas 50 € dans un livre de génétique, il les met dans autre chose. Alors je leur dis, pourquoi vous avez ramené ces livres? Mais parce que dans le livre, tout est vrai. Il n'y a pas besoin de trier avec discernement. Et donc on mixe la production des chapitres de livres avec ce qu'on trouve sur les réseaux. Le numérique a ramené le papier. Le numérique ne s'oppose pas au papier. Le numérique ramène le papier. Exactement comme le distanciel ramène le présentiel. Les meilleures formations, e-MOOC, e-learning et autres, e-learning, e-MOOC, j'ai interverti, eh bien, quand vous interrogez les élèves à distance, ils ont envie d'être en présence et de mixer les choses. Une fois, j'avais écouté Christelle Lison, que vous connaissez beaucoup parmi vous, montrer sur une diapo 2 images, un prof dans un amphi et un prof devant un ordinateur avec 5-6 visages. Et elle avait dit à l'ensemble des profs d'université devant elle, « Je vais vous parler du distanciel et du présentiel », ce qui était normal, mais elle leur a dit, « Je ne pense pas que vous voyez la même chose que moi, l'amphi là, avec les 500 élèves. Vous croyez qu'il n'est pas un peu là aussi, le distanciel ? Parce que ça fait 3 heures qu'il parle, ce prof. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens dans la salle sont ailleurs avec leur téléphone? Alors que de l'autre côté, le prof qui parle à 3-4 personnes, qui ne sont pas forcément dans le même réseau, le même fuseau horaire, peut-être qu'ils se sont déplacés juste pour 1 heure, là il y a un présentiel, alors qu'ils sont à distance. Donc le distanciel et le présentiel, ce n'est pas un problème de géolocalisation, c'est un problème d'attention, de lien que vous créez. Le numérique ramène le papier. Le distanciel ramène le présentiel. Et ça se résume peut-être de la manière suivante. Retenez au moins ça, c'est le plus important. L'innovation pédagogique renforce l'académique. L'innovation pédagogique n'est pas antagoniste à l'enseignement académique, au contraire, elle le renforce. Plus vous intéressez vos élèves avec des méthodes d'interaction, plus ils auront envie à un moment de creuser davantage. Donc mes étudiants travaillent, ils utilisent des ordinateurs, du papier. Au départ, je prenais des grandes feuilles de paperboard, on les scotchait sur les murs, maintenant on a des murs en Velleda, et voilà mes étudiants qui prennent des feutres et qui font des fresques. Ils travaillent. Les équipes construisent les chapitres. Par exemple, l'équipe 1 construit le chapitre 1, l'équipe 2 le chapitre 2. L'année suivante, on fait des chapitres qui tournent. L'équipe 1 commence le chapitre 1, elle le passe à l'équipe 2 qui construit la complémentation, et ainsi de suite. On fait tourner les chapitres, on construit les chapitres, on les publie sur des plateformes Google Doc, Google Drive. Donc chaque étudiant participe à la construction du chapitre, les chapitres sont écrits, on a le droit de faire du copier-coller. Le copier-coller, si c'est des petites phrases compréhensibles par tous, à quoi ça sert de les transformer?
J'ai des collègues qui me disent « mais tu ne peux pas permettre le copier-coller ». Je leur ai dit « si on arrête le copier-coller, tu es au chômage. Hein. Qui c'est qui fait plus de copier-coller sur la Terre? C'est les profs. Les profs sont les principaux copieurs-colleurs. Et le copier-coller, c'est une source de créativité. Ce qu'on essaye de ne pas faire avec les élèves, c'est le copier-coller indigeste. Donc par exemple, quand mon équipe 3 me fait un copier-coller de 20 pages, alors qu'elle n'en comprend rien et qu'elle le met sur la plateforme, je peux vous dire que les autres équipes surlignent. Donc ce qu'il faut, c'est construire du cours en s'arrangeant pour que les autres équipes ne surlignent pas. Parce que les équipes vont surligner ce qu'elles ne comprennent pas. Donc les équipes construisent des chapitres, et quand ces contenus de chapitres ne sont pas surlignés, ça veut dire que tout le monde a compris. Le but n'est pas de faire le meilleur cours de génétique, le but est de faire le cours de génétique compris par tout le monde. Donc les élèves utilisent le numérique et ils font des dessins sur les murs. Ils font des schémas, ils se regroupent. Et moi, comme je suis à leur disposition, je me mets au milieu d'eux et je vais jouer le rôle d'élève, je vais jouer le rôle de critique. Je vous ai dit, hein, dans ma classe, il y a 50 professeurs, ou alors il y a un professeur à 50 cerveaux, et ils vont pouvoir tester le cours de génétique sur la promotion la plus forte en génétique. Donc je les écoute, je participe au groupe, et lorsque, par exemple, ce qu'ils exposent est correct, ils s'aperçoivent que ça me plaît bien. Mais si je lève le doigt, que je leur pose des questions, que je les interroge, là, à ce moment-là, ils s'aperçoivent que ce qu'ils sont en train de produire, peut-être qu'il y a un problème, et ils le retravaillent. Donc, on écrit sur les murs. Si vous venez dans ma classe, par exemple, à la fin de 2 à 3 heures, il y a des fresques partout. Hein. Ça ressemble un peu à la grotte de Lascaux, sauf que au lieu d'avoir des animaux préhistoriques, vous avez des bactéries, des virus, des molécules. J'ai beaucoup de succès auprès des femmes de ménage, d'ailleurs, qui travaillent avec nous, parce que quand elles nettoient la salle avec moi, elles me posent des questions. Ah, c'est quoi ça, ce virus, cette bactérie? Et donc, des fois, on n'efface pas tout de suite. On se fait des petits échanges un peu pédagogiques intéressants. Et donc, la visualisation, le fait d'utiliser le dessin des cartes mentales, ça a complété ce qu'ils font sur les textes. Et donc, les étudiants font des photos. Ils font des photos, ils les incrustent dans leur production. Il y a même des étudiants, et maintenant j'ai l'habitude, qui font des selfies à la fin du cours devant la production. Attendez, n'effacez pas le tableau, on va faire un selfie. Enfin, moi, j'avais fait 25 ans d'amphi, j'avais jamais vu un étudiant à la fin d'un cours me dire « Monsieur, n'effacez pas le tableau, j'aimerais bien faire un selfie avec tout l'amphi. » Et là, ça fonctionne. C'est quand même incroyable. Ils sont fiers de leur production. Ils incrustent cela. Et puis, on a des méthodes dont j'ai donné les noms tout à l'heure, mais il y en a une d'entre elles, si je vous la résumer de manière vraiment très succincte, ce sont les tableaux tournants. Les tableaux tournants, ce sont des méthodes qui existent, hein, pas que dans la classe. Vous savez, moi, par exemple, je me promène dans ma classe, je regarde sur la plateforme informatique et je regarde ce que produisent les élèves. Alors, ils produisent, je participe. Il y a un élève qui me dit « Monsieur, vous corrigez hein, ce qu'on écrit ?» Bah oui, on produit un cours, vous corrigez. Mais je dis « Non, je ne corrige pas. » Vous ne corrigez pas? Non, non, vous pouvez produire, je ne corrige pas. Mais il y a des erreurs dans ce qu'on produit. Ben oui, il y a des erreurs. Mais c'est pas normal, vous êtes là pour corriger les erreurs. Je dis, ben, vous savez, des erreurs, j'ai regardé, souvent il y a 20-25% d'erreurs dans vos productions. Ah ouais, mais si on apprend des choses qui sont fausses. Moi, je dis, de toute façon, c'est ce qui arrive déjà dans la vie réelle hein, et normale. C'est-à-dire quand vous avez un cours normal, le prof normal, quand il est au tableau, des fois il n'est pas clair, il fait des erreurs, vous ne comprenez pas bien, vous résumez chez vous, peut-être que vous synthétisez d'une certaine manière, et puis le jour de l'examen, vous mettez des choses dont vous pensez qu'elles sont vraies et elles sont fausses. Alors vous dites, je ne comprends pas. Donc moi, je ne corrige que les fondamentaux. Je ne perds pas de temps à corriger les erreurs, les petites erreurs. Parce que les erreurs, je les utilise en pédagogie. Donc on les projette et on discute dessus. Et je leur dis, ils sont en train de projeter au tableau un chromosome qui est un peu tordu, eh bien on va réfléchir sur les erreurs. Et après, s'ils veulent savoir quelle est la meilleure représentation de ce chromosome, ils vont le trouver dans le livre, ils vont le trouver sur le site internet. Mais on aura débattu sur l'erreur en question. Donc, ce que je fais par contre, c'est que je vérifie les fondamentaux. Donc je passe entre les groupes, et quand je m'aperçois qu'il y a un fondamental qui pose problème, j'arrête la production. Le directeur général arrête la production. Et donc je leur dis, écoutez, là il y a un gros problème, beaucoup d'entre vous n'ont pas compris comment une molécule d'ADN se divise ou comment une enzyme métabolise un sucre. Donc ce que je faisais avant, c'était une méthode très classique. Hein. Je disais à tous mes étudiants dans la classe, écoutez, il y a un gros problème, je vais vous expliquer ça en 15 minutes. Et donc au bout de 15 minutes, vous devez tous être attentifs et être capables de comprendre ce que je vais vous dire. Puis j'insistais, vous êtes presque sûr de l'avoir à l'examen, hein, ce que je suis en train de vous expliquer là. Donc soyez attentifs. Et puis pendant 15 minutes, j'expliquais comment un chromosome se divise en deux. Eh bien vous savez, quand je posais la question aux élèves au bout de 15 minutes, qui est capable de répéter ce que je viens de dire? Ben, il y en a plein, ils ne savent pas. Pourtant juste avant, vous leur avez dit que c'était vital. Hein.
Vous leur avez dit, c'est pas la peine de venir à l'examen. Et donc, cette méthode des tableaux tournants, elle est co-élaborative. C'est-à-dire que j'ai 6 tableaux, 6 équipes, et je leur dis, voilà, on a 15 minutes, top, c'est parti, dessinez-moi 6 molécules d'ADN qui se divisent, et mettez-moi le maximum d'annotations. Et c'est parti. Ils sont connectés tout le temps. Ils sont connectés, ils font leur tableau, et 15 minutes. Et au bout de 3 minutes, je leur dis, posez les feutres. Mais monsieur, vous avez dit un quart d'heure, posez les feutres, changez de tableau, et continuez le travail, mais en complétant le schéma d'une autre équipe. Et donc 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 fois 3, ça fait 10 minutes, à peu près. Et il ne me reste plus que 5. Et à ce moment-là, je leur demande quel est celui des 6 tableaux qui vous convient le mieux. Je regarde en même temps. Et si c'est celui-ci, le tableau, on se met autour, il ne reste plus que 4 minutes, et je leur dis, vous voyez sur ce tableau, tout ça est correct, tout est correct, il y a juste 2 erreurs. Je corrige 5', 3', je change le nom d'une enzyme. Voilà. Et il manque 2 choses. Il manque 2 éléments importants, l'une qui est sur le tableau 4 et l'autre qui est sur le tableau 5. Je retourne le tableau, 15 minutes montre en main, et je leur demande quel est celui ou celle parmi vous qui, en levant le doigt, est capable de m'expliquer comment la molécule d'ADN se divise. En quelques mots, je lui donne 20 sur 20 tout de suite. Et là, j'ai 40 doigts qui se lèvent. Parce qu'ils ont co-élaboré la réponse, c'est ancré, incrusté. Aucun des étudiants n'est allé sur son téléphone, c'est vraiment hyperactif. Donc c'est un grand succès. Une semaine après, j'appelle un de mes collègues en lui disant « Je vais te montrer la méthode des tableaux tournants parce que tu vas voir, c'est trop bien. » Alors il rentre dans la classe, c'est un prof aussi de génétique. Et puis je lui dis « Pose une question à mes élèves. » Et là, il leur pose une question et il dit aux étudiants « Il y a un sujet de cours qui vous pose problème ? Oui, ça on ne comprend pas. Hop, c'est parti. Méthode des tableaux tournants. Comment un opéron de bactéries est régulé lorsqu'une bactérie est en manque de glucose ? C'est parti. » Et là, les étudiants, manque de bol, commencent chacun de leurs schémas par un schéma différent. Et au moment de la rotation, ils se retrouvent devant un schéma qu'ils découvrent, tout est bloqué. Là, mon collègue me dit en rigolant, écoute, moi j'ai des problèmes en pédagogie, si en plus tu me donnes des méthodes qui plantent. Donc on s'est dit, mais la méthode des tableaux tournants, ça ne fonctionne que si la question de départ est simple. On aurait pu baisser les bras, hein. Un échec, on baisse les bras. Mais un échec, si vous le travaillez, ça devient une source pour améliorer ce que vous allez mettre derrière. Et là, on a eu l'idée de se dire que si on pose une question compliquée à des élèves pour des méthodes de tableau tournant, on leur donne un cadre de départ. Et donc on a fait ça, on a proposé aux étudiants de répondre par méthode des tableaux tournants à des questions compliquées, mais on leur a donné un cadre de départ, un début de schéma, un début de tableau, de manière à ce qu'ils démarrent exactement de la même manière. Et on est capable aujourd'hui avec cette méthode de résoudre des problématiques vraiment pointues. La classe renversée, pourquoi ce nom ? Est-ce que la classe renversée, c'est aussi de la classe inversée différemment? Qu'est-ce qui différencie la classe renversée du niveau 2 ou 3 de la classe inversée ou du niveau des classes mutuelles? Marcel Lebrun, Vincent Fayet et d'autres. C'est que j'ai dit aux étudiants, il paraît que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça que moi je suis bon en génétique. À force d'enseigner la génétique, je finis par l'apprendre. Et donc la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Devenez les profs. C'est vous qui êtes les profs et vous allez pouvoir tester votre cours sur un élève. Donc aujourd'hui, les étudiants construisent le cours, ils donnent le cours, et il n'y en a plus qu'un seul qui rentre chez lui avec des devoirs à la maison. C'est moi. Donc je corrige plus de copies, je fais mes devoirs. Si ma femme me dit « Tu es en train de corriger des copies ?» Non, je fais des devoirs parce que demain j'ai un terreau et ils vont me noter, et c'est un peu compliqué. Mes collègues, dans la salle des profs, quand je leur ai parlé de la méthode, ils m'ont dit « Mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça. » Ben si. L'intérêt, c'est que... Demande à mes étudiants, c'est difficile d'interroger un prof? Ben oui, parce qu'il faut connaître le cours. Il faut connaître le cours, il faut construire une question, il faut mettre un barème. Puis c'est pas tout. Le prof, quand il donne la réponse, il faut être capable de le corriger. Donc moi, j'ai une méthode assez simple. Ça dépend du travail qui est fourni. Si par exemple l'équipe des taureaux, je reprends mes préférés on va dire, ou les vierges, si l'équipe me pose une question très simple, en 10 points, à l'aide d'un tableau à 2 colonnes, donnez-moi les points communs et les différences entre les mécanismes enzymatiques de l'ARN polymérase chez les eucaryotes et ceux de l'ADN polymérase chez les prokaryotes. 1 point sur les définitions, 2 points sur les illustrations, 1 point sur l'exemple, 2 points sur les schémas. Là, je regarde et je dis, là, ils ont bossé. Hein. Et qu'est-ce que je fais? D'abord, je leur demande, c'est avec document ou sans document, la réponse? Alors, des fois, c'est sans document. Donc, alors, je réponds et je fais du mieux que je peux. Et souvent j'ai 10 sur 10, 9 sur 10. De très bonnes annotations, très bon élève. Et de l'autre côté, l'équipe des Gémeaux me dit à quoi sert l'ADN? 10 points. À quoi sert l'ADN? 10 points. Là, je me dis, ils ne sont pas foulés, les Gémeaux.
Donc je réponds je ne sais pas, 0. Ou alors, mieux que ça, ADN, acide désoxyribonucléique, molécule qui contient du désoxyribose, qui est un sucre, Eureka. L'ADN, c'est du sucre. Donc quand la cellule a faim, elle mange son ADN. Là, j'ai 0,5, parce qu'ils mettent des points pour le désoxyribose, hein, sinon... Alors j'ai une mauvaise note, hein, et puis des annotations pitoyables. Mais les élèves doivent me donner la note et la correction. C'est-à-dire qu'ils ont vite compris que plus j'ai des bonnes notes, moins il y a de boulot à faire à la maison. Puisque la correction, il n'y a pas besoin de la faire. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Une fois, je disais ça en colloque, et il y a un prof qui a tweeté « Monsieur Caillé, dixit, la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre ». Donc moi, je le vois, puis je me dis « Tiens, il a inversé ma réplique ». Et au moment où j'allais lui dire, je regarde à nouveau mon téléphone, et je me dis « Mais non, il a raison aussi. C'est une autre vérité. La meilleure façon d'enseigner, c'est peut-être d'accepter d'apprendre des autres. L'expert qui dit « Je ne sais pas ». Quand un prof dit « Je ne sais pas », moi, les élèves me disent « On doit travailler sur la vaccination du virus Ebola ou Zika, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je réponds « Je ne sais pas. » Vous ne savez pas 30 ans que vous êtes chercheur dans un labo et vous ne savez pas. Non, je ne sais pas, mais moi, je suis capable d'aller mobiliser la connaissance. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, je vais te le dire, moi. Alors, on essaye de répondre aux questions, mais si on n'a pas la réponse, on doit mobiliser la connaissance. Donc, je leur apprends aussi à mobiliser leur connaissance. Donc, je vais vous raconter 2 petites anecdotes pour vous montrer un peu des choses qui peuvent se passer dans cette classe. Les étudiants font le cours, c'est ceux qui sont au tableau. Donc vous imaginez, vous avez 3 élèves au tableau, ils expliquent, ils ne font pas tout le cours, ils expliquent des parties du cours, les plus importantes. Et moi, je suis l'élève, au milieu des autres. Donc si c'est l'équipe 5 qui présente un extrait du chapitre 3, tous les autres élèves sont autour et moi au milieu, puisque je suis le meilleur élève. Un matin, comme ça, j'ai 2 étudiants qui sont au tableau et qui sont en train de m'expliquer comment une bactérie fonctionne. Je les écoute, presque tout ce qu'ils racontent est bon, sauf que je m'aperçois que leur bactérie, elle a 2 chromosomes circulaires. Et tout le monde sait, hein, vous aussi, hein, que les bactéries n'ont qu'un seul chromosome. Donc je les écoute, et en même temps, ça me perturbe. Je me dis, c'est dommage, tout est bon, mais là, ils ont fait 2 chromosomes. Et surtout, alors, ils terminent leurs explications, puis surtout, je leur dis pas, c'est faux, il y a des erreurs. Je leur corrige pas leurs erreurs. Parce que si, à force de leur dire, c'est pas bien, il y a des erreurs, ils n'ont pas envie de bosser. Donc j'essaye de les aider. Et je leur dis, oui, j'ai compris un peu ce que vous avez dit, mais il y a un truc qui me perturbe. Votre bactérie, là, elle a 2 chromosomes. Alors ils me répondent, bah oui, vous le voyez bien, il y a 2 chromosomes. Donc j'essaye de les aider. Je dis, comment je peux les sortir de là par la grande porte? Je leur dis, ah ben oui, c'est vrai, elle a 2 chromosomes. J'essaye de les aider. Elle a 2 chromosomes parce que c'est une bactérie qui va se diviser. Et les bactéries, avant de se diviser, elles doivent diviser leurs chromosomes. Et quand elles ont 2 chromosomes, ça peut donner 2 bactéries. Et là, je me dis, je les ai sauvées. Hein. Et à ce moment-là, l'étudiant me dit, mais monsieur, c'est pas ça. Vous voyez bien qu'il y a un grand et un petit chromosome. Si c'était le cas, les 2 auraient la même taille, élémentaire, mon cher Watson. Alors là, je me dis, ben, je ne sais pas quoi faire. Et à ce moment, une étudiante à côté, avec son ordinateur, me dit « Mais c'est très facile, monsieur, regardez. Je vous le fais à peu près en mémorisation. Regardez, monsieur, il y a 2 ans, dans le Massachusetts, il y a une équipe de chercheurs américains qui a montré que chez cette espèce de bactérie, il y avait 32 souches qui avaient un grand et un petit chromosome, qui est assez rare. Voilà. Ils m'apprennent des choses qu'au bout de 30 ans de carrière, je ne savais pas. Et donc, quand ils m'apprennent des choses, je leur mets des points. Le lendemain matin, je me retrouve dans un amphi, médecine, 500 élèves, les bactéries. Il y a des redoublants, je leur dis, vous savez, tous, chers élèves en médecine, que les bactéries n'ont qu'un seul chromosome. Les redoublants, bien sûr, ils le savent. Eh bien, sachez que récemment, une équipe du Massachusetts a montré que chez 32 souches de cette espèce, les bactéries avaient 2 chromosomes, un grand et un petit. Et là, j'entends en premier rang un étudiant qui fait « Waouh, le prof !» Quel niveau! Alors, un redoublant, lui, et on doit apprendre quoi, là? Et son collègue lui dit, ben oui, c'est normal, c'est un chercheur. Hein. Il est toujours dans son laboratoire. La bactérie, les étudiants vous apprennent des choses. Avant, je sortais d'un cours, j'étais fatigué, j'en savais pas plus. Donc vous sortiez du cours fatigué, mais les étudiants ne vous apprenaient pas grand-chose. La deuxième anecdote, elle est vraiment incroyable, mais vraie, comme le reste. J'étais devant une classe d'une 30aine d'élèves, et c'était le premier jour où je devais leur expliquer la classe renversée. Et là, c'était des étudiants plutôt de filière professionnelle, alternance, un niveau un peu moins bon que les autres. La filière générale, on va dire, en tout cas de matière théorique. Donc je leur explique un peu la classe renversée qui les attend.
Et puis, grosso modo, ils étaient d'accord pour y aller. Il y a toujours 10% de résistants, mais 80-90% d'étudiants veulent y aller. Et là, arrive vers moi un étudiant, à la fin de la présentation, qui me dit vous savez, monsieur, c'est bien votre méthode, ça va me plaire, tout ça. Enfin, je pense que c'est intéressant, c'est mieux que d'écouter un prof. Mais pour moi et mes 2-3 collègues, ça va être difficile. Parce que j'ai vu le programme, hein, réplication, transcription, c'est assez costaud. Et vous savez, nous, les 4, ça fait 3 ans qu'on n'a plus fait de biologie. Ça fait 3 ans qu'on n'est plus dans ce domaine. Donc on va avoir du mal à suivre le rythme, même si vous nous mettez en équipe. Et il me dit, et même moi, hein, entre nous, je ne sais même plus de quoi est fait une molécule d'ADN. Alors vous imaginez ce programme-là. 3 mois plus tard, parce que j'avais réparti ces élèves dans des équipes, 3 mois plus tard, je retrouve mon élève au tableau, en train de faire exactement le schéma que vous avez derrière moi, exactement le même. Et donc il est là, accroupi, il fait son dessin, autour de lui il y a plein d'élèves, et moi je m'approche, et puis il parle, il décrit. Et puis je suis là, je le regarde, il s'aperçoit que je le vois, il se tourne vers moi, il me dit « vous me regardez bizarre ». Je dis « oui, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « vous le voyez bien, je suis en train d'expliquer la régulation de l'opéron lactose. Vous savez, la bactérie, elle aime bien le glucose, mais s'il n'y a pas de glucose et qu'il y a du lactose, elle doit produire une enzyme, la bêta-galactosidase. Pour cela, elle doit déclencher l'opéron lactose. Donc l'enzyme se met sur le promoteur, à côté de l'opérateur, s'empêche l'inhibiteur, et il termine à peine sa phrase, il me regarde, il dit « pourquoi c'est faux ce que je viens de dire ?» Je dis, non, c'est bon, il y a des petites erreurs, mais grosso modo, c'est ça. Mais c'est pas ça qui me rend perplexe. C'est pas toi, il y a 3 mois, qui me disais que tu ne savais même pas de quoi était fait une molécule d'ADN, et là, tu es en train d'expliquer la régulation d'un gène chez une bactérie. Il me répond, mais monsieur, je sais toujours pas ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Par contre, ce mécanisme-là, c'est top, j'ai tout compris. Et j'ai envie d'aller voir ce que c'est. J'ai envie d'aller voir ce que c'est parce que j'ai l'air bête d'expliquer un truc comme ça et de ne pas être capable d'expliquer la structure de la molécule. Et là, je me suis dit, il y a 3 mois en arrière, si j'avais pris ces 5 étudiants et que je leur avais dit, vous en faites pas, je vais vous remettre à niveau, et que je les avais pris pendant 5 heures, 10 heures, en leur refaisant des cours de structure, je les aurais écœurés. C'est comme si vous voulez forcer tous vos élèves à connaître les verbes irréguliers, les formules chimiques, les conjugaisons, avant de les imbiber. Et donc, il faut faire un ensemble. L'innovation pédagogique écœure moins les élèves par le bas. Je suis d'accord, ça peut trier un peu moins par le haut, mais en tout cas, ça peut leur redonner l'envie de continuer, ça peut leur remettre le pied à l'étrier. Donc, mes élèves travaillent de cette manière-là, les élèves interagissent. À la fin du cours, je leur fais faire une évaluation. Donc, que je vais vous présenter juste après. Donc, je transforme ma classe en micro-entreprise, je la présente, on en discute, et puis un jour, il y a de cela 3 ans, j'ai mon premier mouvement social. J'ai voulu faire une entreprise, j'ai un mouvement social. Donc, des étudiantes viennent me voir, on était aux 2 tiers du cours, et ils me disent, c'était une année, la 2e année, si je me souviens bien, où j'ai eu beaucoup plus de bons élèves, surtout des filles, des étudiantes très fortes, qui ont supporté de faire de la classe renversée pendant les 2 tiers du semestre, et sont venues me voir en me disant, monsieur, ça marche bien votre méthode, tout ça, mais nous, on voudrait, l'examen approche, vous comprenez, on voudrait renforcer un peu plus, ok. Donc, on s'est rassemblés, et je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez retourner à la classe normale? Non, on ne veut pas refaire du cours normal, mais on pourrait renforcer davantage. Parce que ce qui se passait les mois précédents, vous imaginez des élèves pendant 2 heures ou 3 heures, ils sont libres par équipe. Toutes les 20 minutes, vous leur donnez des séquences, ils s'échangent les chapitres, ils font les cours. Eh bien, m'arrivait régulièrement la chose suivante. Un élève venait me voir pendant le cours en me disant « Monsieur, avec les copains, là, on a du mal sur ce mécanisme, on n'y arrive pas. » Et c'était presque une supplique. « S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas juste un quart d'heure redevenir normal un petit peu et nous faire un cours comme avant ?» Alors là, je dis « Oui, pas de problème, mais un quart d'heure, pas plus. » Pourquoi un quart d'heure? Parce qu'un quart d'heure, c'est le temps d'attention maximale d'élèves devant un PowerPoint. C'est-à-dire qu'à partir de la 16e, 17e, 18e minute, vous perdez les gens. Le temps d'attention maximale en ligne, sur un e-learning, si je mettais mon petit cours sans illustration, ce n'est pas un quart d'heure, là c'est 2 minutes ou 3 minutes. Donc un quart d'heure, c'est en présentiel. Je leur fais des cours de un quart d'heure, et là j'ai 100% d'attention.
parce que je leur dis quand le quart d'heure est fini, vous repartez travailler ensemble et on retravaille de cette manière-là. On alterne les séquences d'académique avec les séquences d'innovation. Et les étudiants renforcent, et à ce moment-là, ça fonctionne. Mais là, ce jour-là, ces étudiantes me disent nous, ça ne nous suffit pas, ces alternances cours magistrales de 15 minutes et l'innovation. On voudrait renforcer davantage. Alors je leur ai dit, on va imaginer, elles étaient minoritaires, hein, c'était 10% des élèves par rapport aux 90%, mais il faut toujours tenir compte des usagers. On ne peut pas faire d'innovation pédagogique sans tenir compte des usagers. Donc l'innovation pédagogique, c'est tout ce que vous voulez, sauf j'arrête la méthode A et je fais la méthode B. Ce qui fait que si vous arrêtez le cours magistral et que vous faites ma classe renversée, ce n'est pas une innovation pédagogique, vous avez juste changé de méthode. Donc moi, j'utilise les retours de mes étudiants et les étudiants ont la main et sont capables de proposer. Et donc la proposition que m'ont faite ces élèves, c'est d'arrêter de renverser la classe et le dernier tiers, on l'inverse. Et donc je fais les 2-3 derniers mois de la classe inversée niveau 0, celle qui ne marche pas, c'est-à-dire on va faire les devoirs et préparer des questions sur des cours que je vous aurais donnés comme ça en vrac. Sauf que je n'ai pas le problème des élèves qui n'ont pas lu le cours, qui ne l'ont pas compris, etc., puisque je fais de la classe inversée sur de la production de la classe renversée, sans aucun document. Et donc, on utilise une méthode pour travailler avec une autre. Antoine Tally, mon collègue à Paris, lui, il fait de la classe inversée en première année de licence, et après il fait de la classe renversée en deuxième année de licence. Donc on a essayé de s'inspirer de cette manière-là. Donc dans ma classe, aujourd'hui, ça se passe un peu comme ça. Il y a des groupes qui travaillent toujours en équipe renversée, d'autres inversées, on fait des alternances, et donc on fait les devoirs, on construit tous les examens ensemble. Donc le jour de l'examen final, les étudiants connaissent toutes les questions, toutes les réponses, tous les brouillons, puisqu'on les travaille en classe. On produit chaque année 60 à 70 questions travaillées que l'on fait ensemble. Et le jour de l'examen, les étudiants essayent de proposer des constructions à ces questions. La classe est ouverte, les portes sont toujours ouvertes et vient qui veut. Donc ma classe est ouverte, souvent j'ai 50 étudiants et 2, 3, 4, 5 profs qui viennent. Une année, j'ai 20 profs qui sont arrivés d'un coup, on a dû gérer. Donc là, on essaie de... Les profs rentrent dans la salle, ils posent des questions, ils se mettent au milieu des élèves, ils critiquent ma classe. Donc des fois, si j'ai un prof de philo, un prof de sport, quelquefois c'est un administratif, hein, c'est un gestionnaire de l'université qui vient, et ils regardent un peu l'exercice, ils peuvent me dire tiens, j'ai vu ton exercice du QCM inversé, moi j'aurais pas fait comme ça. Et ils m'apportent une idée. Ou alors il se dit « Ah, cette méthode-là, elle m'intéresse, j'ai peut-être envie de la tester chez moi ». La classe est ouverte, ce qui fait qu'on crée une sorte de dynamique dans l'établissement qui donne envie aux profs de travailler ensemble. Donc on se réunit toutes les semaines ou tous les 10 jours avec des profs et on crée des ateliers de créativité. On fait ce qu'on appelle du co-design. Par exemple, est-ce qu'on est capable de trouver ensemble une méthode qui permette d'améliorer la transmission des connaissances, l'évaluation des compétences, l'évaluation des élèves. La semaine dernière, il y a 2 jours, même pas, il y a 2 jours, j'ai réuni 60 profs de lycée et on a inventé 10 méthodes différentes pour noter des élèves sans mettre de notes, pour évaluer plutôt des élèves sans mettre de notes, avec des méthodes de jeu, des méthodes inventées, créatives, de manière à pouvoir les tester. Ça, c'est de l'innovation un peu que je pourrais appeler de transformation, de l'innovation incrémentale. Parce qu'après tout, je fais toujours de la génétique, mais de manière différente. Mais on peut aussi faire de l'innovation de rupture, c'est-à-dire créer des cours qui n'existent pas. Donc on a créé des cours de Schmurtz. Le Schmurtz étant une matière qui n'existe pas. Alors vous prenez des profs différents, un prof de génétique, un prof de maths, un prof de sport, et on s'intéresse à un sujet. Est-ce qu'on pourrait lutter contre le décrochage scolaire, faciliter de la formation continue, faire travailler les élèves sur des matières transdisciplinaires? On trouve des cibles, on se donne des objectifs et on co-crée ensemble des méthodes qu'on peut tester dans un cours ou un module. Pour terminer, les mots-clés là-dedans qui sont importants, le premier d'entre eux, c'est la confiance. Quand j'ai dit que j'allais faire de la classe inversée ou renversée, on m'a dit « tu peux pas, ils sont trop jeunes, ils vont tricher ». J'ai dit « ils tricheront pas parce que de toute façon, je vais leur apprendre à tricher ». J'ai des exercices de tricherie obligatoires, donc c'est intéressant, je suis plus là pour les surveiller. Il faut faire confiance aux élèves. Si vous faites confiance aux élèves, si les élèves vous font confiance, si les élèves se font confiance entre eux, et puis tout bêtement, si vous vous faites confiance vous-même, eh bien vous êtes capable d'oser, d'expérimenter. Donc vous vous rappelez la poule avec le couteau? Comment, d'une idée créative, on peut tenter une innovation? Il faut expérimenter, oser. Et vous ne pouvez oser une expérimentation d'innovation pédagogique que si vous vous faites confiance. Il faut aussi lutter
contre une maladie, et là c'est le biologiste qui vous parle, il existe une maladie qui empêche le prof d'innover. Cette maladie, ça s'appelle la programmite. Alors il y a de la programmite aiguë, de la programmite chronique, il y a aussi des épidémies de programmite parfois. C'est le prof qui pense que si d'un point de vue professionnel, son programme lui dit « tu dois expliquer à tes élèves 150 choses », et que manque de chance, tu leur as dit que 149 ou 148, oh là là, si ça se savait que j'ai pas eu le temps de leur expliquer ça, faute professionnelle. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On charge, on charge. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui font de la classe inversée en disant « voilà tout le programme, au moins c'est fait », et puis après on va pouvoir un peu discuter. La programmite, c'est une perte de temps, parce que moi, mes élèves avant, je leur faisais 100% du programme et ils en retenaient 60%. Et depuis 5 ans, je regarde leur production, ce qu'ils produisent par eux-mêmes, ça correspond exactement aux 60-65% de ce qu'ils comprenaient avant quand je leur envoyais les 100%. Sauf qu'ils le co-construisent, et s'il y en a qui veulent aller plus loin, ils vont plus loin. J'arrête de perdre du temps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrivait souvent. J'étais au tableau et j'expliquais quelque chose, et je me disais, il n'y en a pas un qui comprend là ce que je suis en train de dire. Pas un, mais enfin c'est au programme. Ben ça n'arrive plus, on perd plus de temps avec ça. Donc, faire confiance, lutter contre la programmite, ne pas utiliser l'informatique et le numérique pour se libérer. Vous savez, comme on l'a entendu lors de ce colloque, des élèves qui diraient « Ah ben, on doit faire tout le travail et le prof ne fait plus rien ». On ne laisse pas les étudiants abandonnés comme ça. Et quand j'ai utilisé tout à l'heure le terme de « do it yourself », en fait, on devrait lui préférer presque le terme de « do it with others », c'est-à-dire fais-le avec les autres, en manière collaborative, de manière à ce qu'il y ait des co-constructions, mobilise l'intelligence collaborative de tes élèves, que tu le fasses à distance ou en présentiel. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas imposer une méthode, de ne pas imposer un outil, de ne pas imposer aussi le numérique. On fait du numérique, on fait du papier, on fait du dessin, on fait de la discussion, on fait du débat, il y a de l'explication au début. Et donc, c'est la multiplicité des approches qui fait que les élèves comprennent un peu ce qu'on leur propose. Ce dessin, qui est l'avant-dernier, c'est le plus intéressant. Il vous montre que je n'ai pas vraiment changé, en fait. Le prof devenu anormal reste un prof normal. C'est-à-dire qu'il y a de l'enseignement académique et de l'enseignement innovant. Et c'est une relation entre les deux. Le fou du roi ne remplace pas le roi, l'armure. Donc, ce que ne peut pas faire l'enseignement académique, abordez-le par l'innovation. Moi, j'ai des profs qui ne veulent pas innover du tout, eh bien, je leur dis, innove, ne serait-ce que dans le petit chapitre qui se pose problème. Et là, en le testant, ils s'aperçoivent qu'ils ont des résultats intéressants. Et puis, ce qu'il faut surtout quand vous avez une équipe pédagogique, imaginez que dans votre équipe pédagogique, vous ayez 80% de vos collègues qui ressemblent à cette personne dans l'armure, et que 10% de vos collègues, ou 15%, qui sont un peu des perturbateurs. Vous allez être tenté par quelque chose qui est aberrant, c'est de lutter contre la résistance au changement, qui est la pire catastrophe qu'on puisse faire. Parce que si vous luttez contre la résistance au changement, vous allez créer un schisme dans votre équipe avec les profs soi-disant has-been et les profs créatifs. Mais comme vous expérimentez à chaque fois votre innovation pédagogique et que vous accumulez des échecs, des réussites, des échecs, des réussites, et qu'on ne fait rien des réussites, parce que moi les réussites de ma classe, je communique, j'en parle, ça donne envie. Par contre les petits échecs, eh bien à chaque fois on les travaille pour les transformer en réussites. Quels sont les 2 profils qui peuvent vous aider le plus à rebondir après de petits échecs? Il faut se planter souvent, régulièrement, et rebondir à chaque fois. Je ne parle pas de l'échec dans lequel on s'entête. Eh bien, il y a 2 profils qui peuvent vous aider à transformer vos petits échecs en réussite. Le premier, c'est les étudiants, les élèves, parce que ce sont les usagers, ils vous apportent des idées. Et le deuxième profil, c'est les fameux résistants au changement. Parce que les profs qui ont des approches très académiques, carrées, ceux-là, si vous les associez à vos victoires, si vous ne les stigmatisez pas, ils ont envie à des moments de vous aider. Et donc c'est par complémentarité, l'innovation pédagogique renforce l'enseignement académique et les profs qui résistent au changement sont indispensables, d'abord ils sont plus nombreux, et ils sont indispensables pour vous faire progresser dans votre innovation. Donc vous voyez, quand vous innovez, vous êtes un peu comme dans la canopée d'une forêt, c'est là où la biodiversité est la plus complexe, c'est là où on a envie d'être, parce que c'est chouette la canopée, il se passe plein de choses, on est plutôt dans le transdisciplinaire, on découvre des choses. Presque ça vous fait envie de ne pas vous intéresser au tronc des arbres, parce que les troncs des arbres, les racines, c'est pas vraiment intéressant. Eh bien, vous ne pouvez innover et faire du transdisciplinaire que si vous êtes fort dans vos domaines. Et donc, il ne faut jamais se déconnecter de la réalité. Et nous, on s'est rendu compte à l'université
que les profs chez nous qui innovaient le plus, qui faisaient des expériences les plus incroyables, c'était toujours les profs qui étaient bons, forts dans leur domaine académique et qui aimaient l'enseignement face à face, parce qu'ils avaient envie d'aller plus loin et de creuser. Alors que des enseignants perdus, paumés, ils ne dominent pas bien leurs cours, ils ne savent pas comment motiver leurs élèves, alors ils vont voir l'innovation pédagogique en disant « Help !» Viens m'aider. Il faut les motiver, mais quand ils s'approprient les outils de l'innovation pédagogique, ça les enfonce encore plus, parce que vous leur ajoutez de la technique. Et donc, il n'y a pas cet antagonisme entre une façon de travailler et une autre, c'est une complémentarité. Et je terminerai là-dessus en vous remerciant.